Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 août 2026 et notre cher ami, le colonel Jacques Beau, est avec nous. Bon retour parmi nous, colonel. Merci, Nima. Merci de me recevoir à nouveau dans votre émission. Merci. Je suis ravi d'être là. Mon colonel, désolé d'être en retard. C'était ma faute. J'ai oublié de... Vous savez, il y a eu quelques problèmes techniques. Disons les choses comme ça. Aucun problème. Aucun problème. Colonel, je voudrais commencer par ce qui est arrivé à l'Espagne, parce que c'était très étrange. Tout à coup, on a vu 40 à 50 000 personnes affluer à Ceuta, qui fait partie de l'Espagne. Et on a vu beaucoup de pression de la part de dirigeants européens. Si je dois en citer une, qui a joué un rôle important, c'est la dirigeante italienne, Meloni. Elle a dit qu'elle allait fermer les frontières avec l'Espagne, alors qu'il n'y a rien entre l'Espagne et l'Italie. Mais au fond, elle exerçait une pression politique sur Pedro Sánchez en Espagne. Et vous voyez aussi beaucoup de pression venant d'autres pays d'Europe, parce qu'ils disent que les frontières sont ouvertes, qu'on ne se soucie pas des frontières de l'Espagne, et que cela va avoir une incidence sur l'immigration en Europe. Et hier, nous avons appris par Thomas Massi que, 2 semaines avant que des migrants venus du Maroc n'envahissent Ceuta, le GOP avait fait passer, dans un rapport de commission, un projet de loi prévoyant 40 millions de dollars pour le Maroc. Vous voyez les documents qu'il a partagés. Et l'autre point, c'était Marjorie Taylor Greene, qui soulignait que les républicains avaient payé 40 millions de dollars de l'argent de vos impôts au Maroc pour envahir l'Espagne. Et le même jour, j'ai parlé avec le colonel Wilkerson et Larry Johnson. Tous les deux ont dit qu'il s'agissait d'une opération de la CIA et du Mossad. Quelle est votre compréhension de la situation en Europe? En gros, quand on regarde Donald Trump et son administration, tout tourne autour du contrôle des frontières. Mais s'agissant de l'Espagne, on voit ce genre de manœuvre de leur part pour affaiblir ou pour montrer que les dirigeants en Europe, particulièrement en Espagne, sont de gauche, qui ne se soucient pas des frontières. C'est pour ça qu'on voit ce genre de choses se produire. Quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé? Eh bien, d'abord, il faut comprendre que probablement, pour ceux qui sont aux États-Unis ou ailleurs dans le monde et qui ne comprennent pas exactement comment fonctionne cette question des frontières en Europe. En Europe, la plupart des pays font partie de ce qu'on appelle l'accord de Schengen. C'est essentiellement un traité qui permet de franchir plus facilement les frontières à l'intérieur de l'Europe. Par exemple, si vous allez de la Suisse vers la France, même si la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, elle fait partie de l'accord de Schengen. Grâce à cet accord, vous n'avez pas besoin de montrer votre passeport. Vous pouvez passer directement. C'est pareil pour les vols, par exemple. Si vous prenez l'avion de Genève à Bruxelles, vous n'avez pas besoin d'avoir votre passeport. Enfin, vous n'avez pas à présenter de pièces d'identité. Pour des raisons de sécurité, la compagnie aérienne peut demander à vérifier le passeport. Mais il n'y a pas de contrôle officiel des passeports. C'est pour ça que vous pouvez en fait voyager du Portugal à la Pologne sans passer par aucun contrôle aux frontières, si vous le souhaitez. Vous traversez des frontières, mais vous n'avez pas de contrôle frontalier. Et l'idée de Schengen, c'est d'assurer la libre circulation à l'intérieur de l'Europe. Mais aux frontières extérieures de l'Europe, il y a un contrôle douanier et un contrôle aux frontières. Cela signifie que si vous venez des États-Unis en Europe, quel que soit le pays, des États-Unis, du Brésil ou d'ailleurs, quand vous entrez en Europe, vous devez présenter votre passeport. Votre identité est contrôlée. Mais ensuite, une fois arrivé, par exemple à Paris, vous pouvez aller à Berlin sans montrer à nouveau votre passeport, parce que vous êtes à l'intérieur de cet espace Schengen.
cette zone sûre, si vous voulez. Prenons maintenant l'exemple de l'Espagne. L'Espagne a deux enclaves, comme on les appelle, à Ceuta et Melilla. Ce sont deux enclaves situées sur la Méditerranée, mais sur la côte marocaine. Dans ce cas-là, ces migrants sont entrés en masse à Ceuta. Or, Ceuta et Melilla ont un statut particulier. Ceuta and Melilla have a specific status. They are part of Spain, but not part of... Elles font partie de l'Espagne, mais pas de l'espace Schengen. Ce qui veut dire que si vous entrez à Ceuta, puis que vous vous rendez en Espagne, l'Espagne étant de l'autre côté de la Méditerranée, Ceuta se trouvant juste de l'autre côté de Gibraltar. Si vous traversez le détroit de Gibraltar pour aller en Espagne, vous ne quittez pas vraiment l'Espagne, puisque vous passez de Ceuta à l'Espagne continentale, qui appartiennent au même pays. Mais il existe une exception. Cette exception a été décidée il y a longtemps pour éviter ce genre de situation. Parce que Ceuta, ce n'est pas la première fois qu'on a, en quelque sorte, c'était à plus petite échelle auparavant, mais il y a déjà eu d'autres cas, une sorte d'invasion de migrants africains espérant obtenir le statut de demandeur d'asile une fois entrés à Ceuta. Le fait est que, comme je l'ai dit, Ceuta ne fait pas partie de l'espace Schengen. Cela signifie que si vous êtes à Ceuta, vous n'êtes pas au bout du problème, parce que lorsque vous passez de Ceuta vers l'Espagne, votre identité est contrôlée. Donc au fond, c'est une question de sécurité. C'est une question spectaculaire. Mais juridiquement parlant, en réalité, rien ne change. Si ces gens débarquent à Ceuta, ils doivent ensuite se rendre en Espagne. Et s'ils prennent le navire, le bateau pour l'Espagne, alors en Espagne, au port, au point d'entrée, leur identité sera contrôlée. Et s'ils ne respectent pas la réglementation, ils seront expulsés. Donc au fond, il n'y a pas de problème. Par conséquent, la réaction de l'Italie est en fait exagérée. Car, essentiellement, ce que l'Italie a dit, c'est qu'en se retirant, ou plutôt, oui, en se retirant temporairement de Schengen, l'Italie pourra contrôler ses propres frontières. Comme je l'ai dit, normalement, les frontières qui sont contrôlées sont sous contrôle européen. Ce sont les frontières extérieures de l'Union européenne, dans notre cas, à l'exclusion de Ceuta et Melilla, par exemple. Mais c'est aussi le cas de certains territoires français d'outre-mer, par exemple dans le Pacifique, dans l'océan Indien et sur le continent sud-américain. Ces territoires sont donc eux aussi exclus de Schengen. C'est également le cas d'autres pays. Par exemple, Chypre fait partie de l'Union européenne, mais pas de l'espace Schengen. Et aussi parce qu'il y avait cette crainte que ces pays soient utilisés comme une sorte de cheval de Troie. Non, cheval de Troie, c'est pas le bon terme. Il s'agirait plutôt d'utiliser ce pays comme tête de pont pour faire entrer des migrants dans l'Union européenne. Donc au fond, c'est spectaculaire. Je ne sais pas exactement si la théorie selon laquelle les États-Unis ou les républicains ont mis tout ça en place est vraie. Je ne sais pas exactement ce qu'ils voulaient obtenir. Parce qu'en réalité, si l'Espagne ne le veut pas, ces migrants n'ont aucune chance d'atteindre l'Espagne. La seule chose qui pourrait être invoquée dans cette situation, vous voulez dire l'Espagne continentale, parce qu'il y a l'Espagne continentale. Exactement. Exactement. You mean the mainland, because there is... Mainland, exactly. The only thing, because recently, the Spanish... La seule chose, c'est que récemment, la Cour suprême espagnole a validé une loi qui, ou plutôt, le Parlement, a adopté une loi qui empêche qu'un demandeur d'asile arrivant en Espagne soit expulsé sans procédure régulière ou sans procès équitable, si vous préférez. Autrement dit, si vous êtes là sans papier d'identité ou ce genre de document, vous pouvez être retenu, mais vous ne pouvez pas être renvoyé dans votre pays d'origine avant d'être jugé, afin que votre statut soit précisément défini. Cela signifie que ces personnes peuvent rester. Et si l'on tient compte des délais et de ce genre de choses dans la procédure judiciaire, cela veut dire que vous pouvez rester ici, peut-être pendant des années, illégalement, légalement, si vous voulez.
Donc c'est peut-être une explication de ce que les Américains, si c'est bien le cas, et en l'occurrence les républicains, avaient anticipé, que ce soit un problème massif pour l'Espagne. Anticipated that it could create a problem to Spain. But I think, as far as I know, most of the Mais je pense que, d'après ce que je sais, la plupart de ces migrants ont été repoussés et expulsés de Ceuta et seraient retournés au Maroc. Enfin, apparemment. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous, mais au moins pour une grande partie d'entre eux. Alors, pourquoi cela? Eh bien, l'Espagne, en Europe, a adopté une position très particulière, pas étrange, mais disons pas vraiment majoritaire, sur plusieurs conflits. D'abord, concernant le conflit palestinien, l'Espagne a été l'un des premiers pays européens à reconnaître les Palestiniens, à reconnaître qu'Israël commettait des crimes de guerre contre la population palestinienne. Elle a aussi pris des mesures pour réagir à l'extension de la colonisation en Cisjordanie. Et l'Espagne a réagi dans ce sens à une décision de la Cour internationale de justice datant de juillet 2024, si je ne me trompe pas. dating from July 2024, if I'm not wrong. And this decision asked Et cette décision demandait essentiellement à tous les pays du monde d'aider Israël à évacuer ou à retirer ses colons de Cisjordanie et du territoire palestinien occupé. L'Espagne, en application de cette décision de la Cour internationale de justice, avait pris certaines mesures contre les colons, notamment concernant les produits fabriqués par Israël, mais sur le territoire palestinien occupé. Et pour cette raison, Israël éprouve un sentiment très fort à l'égard de l'Espagne. Plus récemment, lors du conflit entre les États-Unis et l'Iran, vous vous souvenez peut-être que l'Espagne a interdit l'utilisation de son territoire, de son espace aérien, pour préparer ou participer à l'opération contre l'Iran. Et cela a en substance interdit l'utilisation des bases américaines en Espagne. C'est pour cette raison que Donald Trump était désolé, en colère contre l'Espagne. Et cela explique peut-être cette réaction qui est à mon avis puérile, pour être honnête. Parce que je pense que ce genre de jeu n'apporte rien. Ça ne fait qu'accroître les tensions. Et je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui ait sa place dans les relations internationales. Encore une fois, nous sommes... Mais c'est une démonstration supplémentaire que, dans le paysage actuel, ou le paysage international actuel, nous nous appuyons de moins en moins sur la diplomatie et de plus en plus sur ses manœuvres, ses coups bas, les sanctions et probablement davantage encore, peut-être, certaines activités clandestines. Mais dans ce cas, le cas de Ceuta, on est littéralement au niveau des jeux d'enfants, parce que je n'en vois pas l'intérêt. Because I don't see the purpose of that. Of course, it feeds the narrative of... Bien sûr, cela alimente le récit de... Et je pense qu'il y a aussi un message de Donald Trump disant que bon, les républicains auraient pu beaucoup mieux gérer la situation et ce genre de choses. Parce qu'évidemment, l'une de ses principales priorités aux États-Unis, c'est la prévention de l'immigration illégale, voire de l'immigration au sens large. Et donc c'est aussi une manière de taquiner l'Union européenne. Il y a actuellement une sorte de tension entre les États-Unis, enfin Donald Trump en particulier, et l'Union européenne. Surtout parce que Donald Trump est très déçu que l'Union européenne n'ait pas réagi à toutes ces opérations visant à ouvrir le détroit d'Ormuz et à agir contre l'Iran. Et parce que les Européens ne voulaient pas s'impliquer dans ce conflit, Donald Trump a eu le sentiment que c'était une forme de trahison de la part de ses alliés de l'OTAN, même si l'OTAN ne s'applique pas au Moyen-Orient. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cela signifie qu'elle opère essentiellement dans la zone de l'Atlantique Nord et non dans d'autres parties du monde. Il y a eu une certaine extension de l'interprétation des textes concernant l'implication de l'OTAN en Afghanistan. Mais, fondamentalement, l'OTAN n'a pas été conçue pour cela. Elle n'a même pas été conçue pour réagir à une attaque terroriste comme celle que nous avons connue en septembre 2001.
Mais c'était sous le coup de l'émotion du moment. Ils ont étendu l'interprétation des textes pour cela. Mais fondamentalement, l'OTAN n'a pas été conçue pour s'engager dans une guerre dans d'autres régions du monde que la zone de l'Atlantique Nord, et certainement pas quand cet allié de l'OTAN a déclenché la guerre. Encore une fois, l'OTAN a été conçue, et bien sûr, beaucoup de gens peuvent en discuter et en débattre, mais elle a été conçue comme une organisation défensive. Cela signifie que si un pays européen était attaqué, à l'époque par l'Union soviétique ou le pacte de Varsovie, enfin, le pacte de Varsovie n'existait pas en 1949. Il a été créé presque 5 ou 6 ans plus tard, en 1955. Mais avant cela, le pacte de Varsovie n'existait pas. Et la crainte était que l'URSS puisse attaquer un pays en Europe. C'est dans ce cas-là que l'OTAN devait intervenir. Mais en Iran, nous avons la situation inverse. Nous avons un pays de l'OTAN, à savoir les États-Unis, qui attaque une partie tierce, laquelle ne se trouve même pas dans la zone de l'OTAN. Donc juridiquement parlant, les pays de l'OTAN n'étaient pas tenus d'agir ni de répondre à une quelconque demande des États-Unis dans ce cas. Je veux dire, ils peuvent le faire dans le cadre de relations bilatérales. C'est possible. Mais le cadre de l'OTAN ne suffit pas à justifier une implication européenne et un alignement aux côtés des États-Unis contre l'Iran. C'est donc probablement aussi pour cela que Trump était si déçu par l'Union européenne. C'est probablement aussi la raison pour laquelle il a joué ce jeu-là, si c'est vrai d'ailleurs. À ce stade, je n'en ai aucune idée. Mais si c'est vrai, c'est une explication possible, disons. Donald Trump a décidé d'annuler l'attaque contre l'Iran, qui devait être une attaque massive contre les infrastructures, les réseaux électriques, tout en Iran. En gros, vous savez, il s'agissait de mettre une forte pression sur le peuple iranien, puis sur le gouvernement iranien. L'Iran a dit qu'il répondrait de la même manière. Si vous nous attaquez, nous attaquerons les pays du CCG avec Israël. Parce que les États-Unis ont dit qu'ils allaient attaquer avec Israël. Et sans la participation des pays du CCG à cette attaque, il leur était impossible de lancer une attaque massive sans utiliser l'espace aérien saoudien, l'espace aérien irakien et tous les autres, vous savez, comme ils l'ont fait le 28 février. Et là, il a déclaré, il est intervenu en disant que l'Iran nous l'avait demandé, que l'Iran nous avait contactés. Donald Trump a dit, des pays du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, m'ont appelé, et c'est pour ça que j'ai décidé d'annuler l'attaque contre l'Iran. Et il a dit que le détroit d'Ormuz était ouvert. Or, moins de 24 heures après, on voit un nouveau navire pris pour cible dans le détroit d'Ormuz, il y a seulement quelques heures. Et on revient au même genre de cycle. Les États-Unis essaient de pénétrer dans le détroit d'Ormuz. L'Iran attaque. Puis les États-Unis vont répondre. Mais ce qui est important dans toute cette affaire, ce sont les négociations entre l'Iran et Oman. Il semble que les deux parties, l'Iran et Oman, soient en train d'arriver à un certain point, à une sorte d'accord dans l'affaire du détroit d'Ormuz. Quelle est votre lecture de ce jeu ou de cette attitude de Donald Trump? Et combien de temps lui faut-il pour prendre au sérieux ce qui se passe? À votre avis, est-ce sérieux? Je vais attaquer. Alors que, je dirais, plus de 10 fois il a dit, je vais attaquer massivement, je vais tout détruire. Puis, au dernier moment, j'ai décidé d'annuler ça. Eh bien, vous savez, c'est une politique dont nous avons déjà entendu parler. Je veux dire, même pendant son premier mandat présidentiel, on en parlait déjà. Et cela a été répété à de nombreuses reprises, par lui-même et par Pete Hegseth. C'est ce qu'on appelle la politique de la paix par la force. Donc l'idée, c'est d'exercer une pression
pour pouvoir négocier. En substance, c'est en fait le retour d'une politique utilisée par les pays occidentaux à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est ce qu'on appelle la diplomatie de la canonnière. Cela signifie qu'en gros, vous exigez quelque chose d'un pays, et s'il ne se plie pas à vos exigences, vous envoyez votre marine et vous le bombardez depuis vos navires de guerre. Et le cas le plus célèbre, ce sont les canonnières sur le Yangtze, où l'on avait des navires britanniques, français et américains, des canonnières qui croisaient le long du Yangtze pour forcer les Chinois à se plier aux accords que les Européens voulaient leur imposer. Donc, au fond, ce n'est pas complètement nouveau. Ici, c'est, si vous voulez, l'application extrême de cette politique. Et encore une fois, c'est aussi assez infantile, parce que ça me rappelle ces films où l'on promet à un enfant une punition très très terrible pour le faire se plier à ce qu'on veut qu'il fasse. Et c'est exactement la même chose ici. Il fait des promesses qu'il n'est pas capable de tenir. C'est essentiellement cela. Parce que quand il dit « Eh bien, je vais vous écraser, je vais vous détruire », d'accord, il peut probablement faire beaucoup de dégâts, cela ne fait aucun doute. Mais les dégâts qui viendront en retour annulent certainement le résultat de la première frappe. Donc, en substance, on est dans un jeu à somme nulle, et ça n'a aucun sens. Mais c'est ainsi que Trump conçoit la diplomatie. Encore une fois, c'est l'art du deal. C'est exactement ce qu'il appelle l'art du deal. Et il pouvait sans doute avoir ce type de comportement sur le marché immobilier à New York. Je veux dire, il ne s'agissait probablement pas de tuer des gens ou de détruire des choses, mais il pouvait exercer une forte pression sur les gens pour obtenir ce qu'il voulait obtenir. Si quelqu'un ne veut pas vendre un immeuble et dit « Bon, d'accord, on met la pression sur le vendeur ou sur celui qui pourrait devenir vendeur et au bout du compte, on y arrive. » Cela arrive probablement très souvent dans le commerce, de manière générale. Mais quand il s'agit de pays, cela veut dire qu'on fait la guerre, parce que la pression se traduit par le fait de tuer des gens. Et cela a de graves conséquences. Trump comprend une partie de cela. Il essaie de le faire, et sans doute aussi parce qu'il part du principe que l'Iran est plus faible que ce qu'il prétend être. C'est ça, le point essentiel. Il pense donc que l'Iran est plus faible que ne le dit le récit iranien. Par conséquent, il bluffe. Il a essayé de se sortir de ce désaccord en bluffant. Et évidemment, les Iraniens, eux, ne bluffent pas. Les Iraniens s'attendaient à une telle situation depuis des années. Ils s'y sont préparés. Le conflit a vraiment commencé en 2024. Ensuite, il y a eu une pause, si vous voulez, jusqu'en 2025 et ainsi de suite. Mais en réalité, le conflit avait déjà commencé en 2024. Cela signifie que les Iraniens se sont préparés. Ils se sont préparés matériellement, physiquement, mais aussi mentalement et psychologiquement. Ils sont prêts à endurer certaines souffrances parce que pour eux, comme nous l'avons dit de nombreuses fois sur cette chaîne, ce conflit est de nature existentielle. Nous voilà donc, une fois encore, face à une politique de Donald Trump qui relève d'une forme d'illusion. Ce n'est même pas une politique de sécurité, mais une politique étrangère qui renonce à la diplomatie ou qui n'en considère pas les effets. Cela s'est illustré avec le retrait des États-Unis en 2018 du JCPOA. Ils ne croient donc pas à la diplomatie, pour une raison simple. Les États-Unis eux-mêmes ne tiennent pas leurs promesses ni les accords qu'ils signent. Et bien sûr, ils supposent alors que les autres font de même. C'est le résultat de cette logique. Or, ce qui est intéressant dans les évolutions récentes, et là encore, les informations se contredisent, c'est que l'idée de renoncer à cette nouvelle série de frappes, ou à cette frappe majeure, reposerait sur le fait que certains pays arabes ont demandé à Donald Trump de ne pas attaquer l'Iran.
to attack Iran. Il y a quelques jours, plusieurs pays du Conseil de coopération du Golfe, à savoir Bahreïn, l'Arabie saoudite et l'Irak, si je ne me trompe pas, ont appelé les Iraniens pour dire à l'Iran qu'ils ne voulaient participer à aucune agression contre elle. Ils ont donc essayé de s'assurer qu'ils n'approuvaient pas l'attaque contre l'Iran, semble-t-il. Apparemment, ce sont aussi ces mêmes pays qui ont demandé à Donald Trump d'abandonner l'idée d'une frappe très importante contre l'Iran. Et pour une raison très simple. L'Iran a déjà démontré qu'il était capable d'attaquer des infrastructures critiques. Nous avons évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne la question des usines de dessalement, qui est un enjeu stratégique pour la plupart des pays arabes. Désolé de vous interrompre. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'au cours des dernières 24 heures, avant que Donald Trump n'annonce l'annulation de l'attaque, ils avaient reçu de nombreux appels du Royaume-Uni, de la Bulgarie et de l'Ukraine, affirmant qu'ils ne prendraient part à aucune guerre contre l'Iran. Oui, et en plus, il y a cela. Absolument, j'ai oublié de le mentionner. Mais au fond, ils ont reçu les mêmes appels de certains pays du Golfe. Et cela montre aussi à Donald Trump qu'il n'y a pas d'unanimité en faveur d'une guerre contre l'Iran. Évidemment, les États-Unis sont capables d'exercer beaucoup de pression sur ces pays parce qu'ils dépendent, dans une certaine mesure, des États-Unis sur le plan économique et financier. Il y a donc ce type de relation de dépendance. Mais cela ne veut pas dire que les pays arabes sont favorables à une telle attaque contre l'Iran. Trump a commencé à s'en rendre compte et cela pourrait avoir un impact. Souvenez-vous, quand il y a eu ces discussions entre Donald Trump et Mohammed Ben Salman, l'idée était que l'Arabie saoudite s'aligne sur les États-Unis. Mais lorsque les États-Unis ont dit « Eh bien, la condition préalable pour être pleinement aligné avec nous, c'est de signer les accords d'Abraham », l'Arabie saoudite a dit non. On voit donc que toute la question, parce que la raison pour laquelle les États-Unis sont intervenus contre l'Iran était essentiellement de protéger Israël au fond, en raison des menaces nucléaires et de choses comme ça. C'est donc la justification de l'engagement direct des États-Unis dans le conflit. Et maintenant, ils constatent, ils n'ont atteint aucun objectif de ce point de vue. Parce que les pays du Golfe, le Conseil de coopération du Golfe pour faire court, comprennent que premièrement, l'Iran est une puissance, une vraie puissance militaire dont il faut tenir compte. Premier point. Et deuxièmement, ils ont aussi constaté que ces pays arabes étaient utilisés par les États-Unis pour mettre en œuvre une politique pro-israélienne. Et je pense que c'est en ce sens que les Arabes ont eu le sentiment d'avoir été piégés dans ce conflit, car eux-mêmes ne voulaient pas être en guerre avec l'Iran. Et rappelez-vous les nombreuses réunions que nous avons eues ces dernières années entre l'Iran, l'Arabie saoudite et d'autres pays de la région. Cela signifie que l'idée des pays du Golfe était plutôt de stabiliser leurs relations avec l'Iran, d'aller vers davantage d'apaisement, si vous voulez, avec l'Iran, et de coopérer davantage à bien des égards. N'oubliez pas non plus que l'Arabie saoudite a développé, disons, des relations plus étroites, je ne dis pas qu'elles sont étroites, mais elles le sont davantage, avec la Chine. Et évidemment, la Chine est aussi, dans un certain sens, un partenaire de l'Iran. Donc cela signifie que de toute évidence, les priorités de ces pays évoluent. Parce qu'aujourd'hui, et vous le savez, la plupart de ces pays arabes du Golfe savent que le pétrole n'est là que pour un temps limité. À un moment donné, toutes les réserves seront épuisées et ils devront se tourner vers d'autres types d'activités. Les Émirats arabes unis ont été en quelque sorte des précurseurs dans ce domaine,
dans le sens où ils ont commencé à s'investir dans les communications sur Internet, à créer une sorte de pôle d'information à Dubaï et des choses comme ça. C'est donc une politique tournée vers l'avenir, pour assurer une meilleure transition une fois que le pétrole aura décliné. D'autres pays, notamment l'Arabie saoudite, ont aussi essayé de faire la même chose. Et aujourd'hui, le pays le plus prometteur pour fournir des technologies ou soutenir le développement technologique, c'est la Chine. Et elle est en réalité bien meilleure que les États-Unis. C'est pourquoi les pays arabes ont compris qu'être trop alignés sur les États-Unis est en fait préjudiciable pour l'avenir. Ce n'est pas la solution pour l'avenir. Ils doivent donc adopter une approche plus nuancée de ce conflit. Ils ne veulent pas s'aliéner les États-Unis parce qu'ils savent que cela pourrait leur coûter extrêmement cher à bien des égards. Mais ils ne veulent pas non plus être alliés des États-Unis dans un conflit qu'ils n'ont pas voulu. Et cela signifie, sous un autre angle, si on se place du point de vue des États-Unis, que les États-Unis ont fait cela pour Israël. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ces pays voient Israël différemment. Ils comprennent qu'Israël est le point de départ du conflit. Toute la déstabilisation que nous voyons aujourd'hui au Moyen-Orient a en réalité Israël comme point de départ. Et même les États-Unis ont été entraînés dans le conflit par Benjamin Netanyahou. Par conséquent, au Moyen-Orient, le sentiment est fort que probablement l'association États-Unis-Israël n'est pas la meilleure combinaison pour l'avenir. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, avant d'arriver à un point où le conflit se généralise, parce que jusqu'à présent, et nous l'avons constaté ces dernières semaines, l'Iran a concentré ses efforts sur les actifs américains, les actifs militaires, mais aussi les actifs civils, qui soutiennent les activités militaires, comme Amazon par exemple. Amazon dispose aussi d'un service web qui fournit une très grande capacité de calcul. Et le CENTCOM, ainsi que la 5e flotte, s'appuyaient sur les capacités de calcul d'Amazon pour réaliser du renseignement, de la surveillance, des évaluations par intelligence artificielle et ce genre de choses dans la région. Donc ça veut dire que l'Iran a commencé à frapper des installations militaires. Évidemment, nous l'avons vu, des bases aériennes, des casernes, des postes de commandement, ce genre de choses. Mais ils ont aussi commencé à attaquer des installations civiles américaines qui soutenaient des activités militaires. Et bien sûr, une fois que toutes ces cibles auront été éliminées, le niveau suivant de cibles, ce seront les pays eux-mêmes. Je veux dire, les pays arabes eux-mêmes. Parce que jusqu'à présent, ce ne sont pas leurs infrastructures qui ont été attaquées, mais les infrastructures américaines. Mais encore une fois que toutes ces infrastructures américaines auront été épuisées ou détruites, l'étape suivante sera d'attaquer les pays de la région. Et l'Iran a très clairement indiqué que si, et dans la mesure où, ces pays participent eux aussi, d'une manière ou d'une autre, à l'agression. Je rappelle ce que j'ai déjà rappelé plusieurs fois. La résolution 3314 de l'Assemblée générale de l'ONU de décembre 1974, qui définit l'agression et qui définit qui est un agresseur. Les pays arabes, en permettant aux États-Unis d'utiliser leur territoire et leur espace aérien pour attaquer l'Iran, peuvent être considérés comme des agresseurs. Et cela légitimerait donc une réponse forte et des représailles de la part de l'Iran. Par conséquent, ces pays pourraient bien voir leurs infrastructures critiques détruites. Et encore une fois, nous avons évoqué les usines de dessalement, parce que lorsque ces pays n'auront plus d'eau, eh bien, ils ne seront plus viables. Donc, sur le plan stratégique, cela devient existentiel pour ces pays.
Et n'oubliez pas que, puisque ces pays étaient censés être protégés par les États-Unis, ils n'ont ni équipé ni organisé leurs forces pour répondre au type de forces que l'Iran déploie, essentiellement des forces de missiles. Ils ont peut-être, bien sûr, des missiles antiaériens et ce genre de choses. Mais encore une fois, face aux missiles iraniens, cela ne sert à rien. C'est d'ailleurs l'expérience qu'a eue Israël. Autrement dit, si l'Iran décidait d'attaquer les infrastructures critiques arabes, ce serait évidemment une nouvelle victoire pour l'Iran. Par conséquent, la meilleure solution, ou la solution la moins mauvaise à ce stade, et je pense que les pays arabes ont eu raison sur ce point, c'est d'essayer de trouver une issue négociée, de revenir à la diplomatie et de mettre fin à un conflit qui, comme tout le monde le comprend désormais, n'a pas d'objectif. Il a commencé avec un objectif défini qui, en réalité, n'en était même pas un, parce que nous savions, avant même l'attaque, que l'Iran n'avait pas de bombe et n'avait pas la volonté de construire, une bombe nucléaire. Et aujourd'hui, ce qui est en jeu n'est plus l'enrichissement nucléaire ou quoi que ce soit de ce genre. C'est le détroit d'Ormuz qui fonctionnait parfaitement avant le 20 février. On voit donc, avec ce genre d'approche erratique du conflit, l'Occident, les États-Unis et Israël ont créé une situation dont on ne sait pas où elle mène. Et c'est probablement le bon moment. Je veux dire que c'était même avant le bon moment pour arrêter ça. Et c'est essentiellement ce que disent les alliés des États-Unis. Et n'oubliez pas que si ces pays refusent de laisser les États-Unis utiliser leur espace aérien, cela signifie que les États-Unis ne peuvent rien faire. Je veux dire, ils peuvent probablement attaquer depuis l'océan Indien, depuis la flotte dans l'océan Indien, et frapper avec des missiles Tomahawk et ce genre de choses. S'ils ont encore des Tomahawks. Parce que, d'après ce qu'on voit jusqu'ici, il ne leur en reste pas beaucoup. Mais dans tous les cas, si nos pays du Conseil de coopération du Golfe refusent d'autoriser l'utilisation de leur espace aérien, cela veut dire que les États-Unis ne peuvent rien faire. C'est donc probablement le bon moment pour que les États-Unis disent « D'accord, nous avons gagné. Nous sommes contents. Et maintenant, nous parlons avec les Iraniens et nous mettons probablement en œuvre ce qui figurait dans le protocole d'accord. » Et c'est tout. En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, je suis convaincu que les deux pays, les Iraniens et les Omanais, enfin, ils ont apparemment eu des discussions qui se sont plutôt bien passées. Les Omanais comprennent ce qui est l'enjeu. Probablement que simplement pour sauver la face, ils instaureront une sorte de redevance. Mais ce sera sans doute une redevance environnementale ou quelque chose comme ça. Au fond, ce serait légitime, compte tenu de tous les problèmes causés par ces milliers de pétroliers qui traversent le détroit tout au long de l'année. Et ce serait probablement une bonne façon de clore toute cette affaire. Bien sûr, cela exigera beaucoup de communication et de relations publiques aux États-Unis pour convaincre les gens que c'était un succès. Mais au fond, si vous voulez, c'est une question technique. Et nous l'avons déjà dit. Au début du conflit, nous avons dit que probablement la meilleure façon de le résoudre serait que les États-Unis déclarent avoir atteint leur objectif. Et c'est tout. Qu'ils arrêtent tout maintenant et que tout revienne à la normale. Aujourd'hui, on voit que ce sera difficile à faire. Je veux dire, pas de revenir à la normale, mais au moins d'arrêter le conflit. Ce ne sera probablement pas un retour à la normale à cause des destructions que les États-Unis ont subies. Et je ne suis pas sûr que les États-Unis vont... Enfin, encore une fois, je ne suis pas au centre de planification du Pentagone, mais je peux supposer qu'ils vont probablement réévaluer l'ampleur et l'objectif de leur présence au Moyen-Orient.
Et à mon avis, c'était un exemple clair du fait que la présence américaine à l'étranger ne garantit pas la sécurité. En réalité, c'est un facteur de déstabilisation en raison des ambitions des États-Unis à travers le monde. Et donc, je ne vois pas l'intérêt de maintenir une telle force. Je veux dire, selon moi, les États-Unis devraient simplement être là pour défendre leur pays, ce qui est parfaitement légitime. Ils le font pour leur pays comme n'importe quel pays dans le monde. Et ils devraient éviter d'imposer leur présence dans certains pays. Nous avons vu tant de conflits qui ont en fait été déclenchés par la présence américaine. Et probablement qu'en Europe aujourd'hui aussi, cette présence américaine pose question. Donc je pense que c'est un peu ainsi que je vois cette situation. Carole, vous avez soulevé un point très crucial, à mon avis, la présence américaine. Et le Financial Times a rapporté il y a 2 jours, enfin c'était hier, que les États-Unis ont confirmé avoir retiré leur présence du Koweït et de Bahreïn après les attaques iraniennes. Nous assistons à la même chose dans le nord de l'Irak, au Kurdistan irakien. Ils retirent en gros tous ces systèmes de défense aérienne, les systèmes patriotes de cette zone, pour peut-être les installer en Israël. Mais au fond, vous ne voyez pas. En Asie occidentale, je dirais qu'il n'y a, à ce moment précis, aucun acteur irrationnel qui attaquerait. Vous vous souvenez d'Israël lorsque l'Irak a décidé, lorsque le gouvernement irakien, sous Saddam Hussein, a attaqué l'Iran, attaqué le Koweït, attaqué plusieurs pays d'Asie occidentale. Ces acteurs irrationnels n'existent pas aujourd'hui. Et en Europe, c'est pareil, je dirais. Eh bien, désolé de vous interrompre. Ils n'étaient pas totalement irrationnels. Rappelez-vous que l'Irak a été soutenu par l'Occident lorsqu'il a attaqué l'Iran, et même fortement soutenu par l'Occident, notamment par la France et les États-Unis. Donc ce n'était pas... Enfin, évidemment, Saddam Hussein jouait le jeu. C'était en quelque sorte une guerre par procuration, si vous voulez. Ils ont été instrumentalisés par l'Occident pour attaquer l'Iran. Et nous avons toujours cela. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous avons des forces françaises et américaines, et même d'autres forces européennes, qui entraînent les Kurdes afin d'attaquer l'Iran. Enfin, vous avez ces mouvements séparatistes kurdes qui disposent de bases d'entraînement au Kurdistan irakien et qui ont en quelque sorte, disons, un territoire, on peut le dire ainsi, un territoire ou un territoire client en Iran. L'idée, c'était d'utiliser ces milices pour déstabiliser l'Iran. Et si vous regardez les émeutes qui ont eu lieu fin décembre dernier et début janvier de cette année, il s'agissait surtout de Kurdes armés, payés et entraînés par les forces spéciales et les armées occidentales dans la région kurde. Ils ont été infiltrés en Iran pour provoquer ces émeutes. Et si vous regardez la carte de toutes ces émeutes, vous verrez qu'elles ne se sont pas produites dans la partie centrale de l'Iran, mais surtout dans le nord, là où se trouvaient les Kurdes. Les Kurdes sont donc de très bons clients pour l'Occident, parce qu'ils espèrent obtenir leur Kurdistan libre. Et en échange d'une forme de reconnaissance politique, ils offrent leurs services à l'Occident pour déstabiliser l'Iran. Nous sommes donc toujours dans ce scénario. Eh bien, ce n'est pas aussi évident que pendant la guerre Iran-Irak, parce qu'ici c'était une guerre conventionnelle, menée par des armées conventionnelles. Mais quand il s'agit de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation des séparatistes ou indépendantistes kurdes, selon qui ils sont et de quel mouvement vous parlez, il y a une bonne douzaine de mouvements qui opèrent juste à la frontière entre l'Irak et l'Iran, et en partie à l'intérieur même de l'Iran. Ils sont financés, équipés et entraînés par des pays européens. Et en mars, par exemple, un militaire français a été tué dans une attaque près d'Erbil. Ils entraînaient ces mouvements séparatistes destinés à opérer en Iran. Donc cela existe toujours. Et c'est aussi, quand on parle de ça,
Il n'y a pas beaucoup d'irrationalité dans la guerre, vous savez. Il n'y a pas beaucoup de mal dans l'attaque. There's not much, even the attack. I mean, I don't want to discuss this because it is out of the. Je veux dire, je ne veux pas en discuter parce que ce n'est pas le sujet de la discussion actuelle. Mais même l'attaque de Saddam Hussein contre le Koweït n'était pas totalement irrationnelle. Si vous regardez de près ce qui était réellement en jeu à ce moment-là, ce n'était pas irrationnel. Nous avons présenté cela comme irrationnel parce que pour nous, et vous remarquerez que chaque fois que nous avons un ennemi, il est toujours irrationnel. L'Iran est irrationnel. Les Palestiniens sont irrationnels. La Russie est irrationnelle. Ils sont toujours irrationnels. En réalité, si vous approfondissez ces conflits, vous verrez qu'au cœur de tous ces conflits, il y a à chaque fois une action occidentale qui a tout déclenché. Et c'est une conclusion très triste. Mais quand j'ai écrit mon livre, Gouverné par les fake news, j'ai étudié tous ces conflits. Governing by fake news, I studied all these conflicts and I noticed that there is not a single conflict. I mean, j'ai constaté qu'il n'y a pas un seul conflit, enfin, un conflit majeur. Je ne parle pas de petits conflits tribaux, quelque part en Afrique ou ailleurs. Mais si l'on parle des grands conflits, ceux qui font la une des journaux et tout ça, tous ces conflits ont en réalité été déclenchés par une action occidentale. Et c'est parce que nous ne comprenons pas ces pays, parce que nous pensons, et on l'entend très souvent, qu'ils ne comprennent que la violence. Les Iraniens ne comprennent que la violence, que la force. On ne peut pas leur parler. Et c'est pareil avec les Palestiniens. C'est pareil avec qui que ce soit. Ils ne comprennent que la force ou la violence. Et par conséquent, nous avons ce type de comportement qui of behavior that discard that so we don't need to explain the. Nous n'avons donc pas besoin d'expliquer les fondements du conflit. Nous n'avons pas à les expliquer. Nous disons simplement qu'ils sont irrationnels. Non, personne n'est irrationnel. Nous tirons toujours les ficelles, partout. Et quand je parle de présence militaire, ce n'est probablement pas seulement la présence militaire d'ailleurs. Parce qu'en plus de la présence militaire, il y a une présence clandestine et secrète dans ces pays qui cause les mêmes dommages. Nous devrions arrêter d'essayer d'influencer ces pays uniquement par la force. Nous l'avons vu, et c'est tout à fait vrai avec l'Iran, tout à fait vrai avec l'Arabie saoudite, tout à fait vrai avec les Palestiniens. Nous avons vu que ces gens sont non seulement prêts à parler et à négocier, mais qu'ils sont aussi extrêmement capables de négocier et de parler. Donc si nous voulons obtenir quelque chose, le mot-clé ici, c'est la négociation. Et c'est la même chose avec la Russie, avec la Chine. Nous pensons toujours pouvoir gérer la situation par les sanctions, par la coercition, par le déploiement de la force, par la vente d'armes et ce genre de choses. Mais nous écartons systématiquement toute possibilité de négocier, de parler, de dialoguer. Et ce n'est pas seulement que nous écartons cela. Nous n'y sommes même pas préparés. Souvenez-vous de l'Union européenne. Il y a seulement quelques semaines, lorsqu'on a suggéré qu'il serait sans doute judicieux que l'Europe commence à engager des négociations avec la Russie. To start engaging negotiation with Russia. Miss Kaja Kallas. Et Madame Kaja Kallas a donné une réponse très étrange et très fascinante. Elle dit, « Eh bien, nous devons discuter de ce dont nous pouvons parler avec eux. » Donc, ils ne savent même pas de quoi ils voudraient parler. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils pourraient attendre d'une négociation. Ils ne sont donc même pas prêts à parler. Et cela, à mon avis, illustre la manière dont l'Occident envisage sa politique de sécurité. D'abord parce que, je vous le rappelle, la politique de sécurité, quel que soit le pays, y compris celle de l'Union européenne, par exemple, est toujours une combinaison de politique étrangère et de politique de sécurité. Et quand vous avez une politique de sécurité nationale, enfin, cela veut dire que vous pouvez utiliser les deux.
Mais la première couche de votre politique de sécurité nationale, c'est toujours la diplomatie. C'est par là qu'on commence. Et si cela échoue, alors vous pouvez passer à une autre couche, qui peut être la force militaire, la politique militaire et ce genre de choses. Mais nous n'essayons même jamais cette première couche, la diplomatie. Nous n'essayons pas de résoudre les problèmes par la diplomatie. Et je pense que c'est une évolution très triste que nous observons en Occident depuis, je dirais, au moins 30 ans. Nous avons complètement oublié la diplomatie pour résoudre les problèmes. On va toujours bombarder des gens. Et ce qui se passe, c'est que les gens, peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe leur religion, peu importe leur foi, ils n'aiment pas être bombardés. Et par conséquent, ils se lancent dans d'autres formes de guerre. Et ça commence à devenir très désagréable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec l'Iran, l'Occident commence à comprendre qu'il ne peut pas simplement bombarder des gens sans s'attendre à une réponse. Et c'est une évolution majeure, je dirais, dans la sécurité internationale récente. Parce que jusqu'ici, on a bombardé l'Irak et ils n'étaient pas en mesure de répondre. Donc ça allait. On pouvait bombarder la Libye, la Syrie, qui on voulait, l'Afghanistan. Ils n'avaient pas les moyens de répondre à ça. Donc c'était facile, très facile. Avec l'Iran, soudain, les choses deviennent très différentes, parce que l'Iran a la capacité de répondre. Et c'est intéressant d'ailleurs, vous venez de le mentionner il y a quelques minutes. Vous avez dit que 3 pays avaient appelé l'Iran pour lui dire qu'il ne faisait pas partie de l'attaque. La Grande-Bretagne, la Bulgarie et l'Ukraine. Rappelez-vous ce que nous avons dit la semaine dernière. L'Ukraine a attaqué un cargo en mer Caspienne. Et c'était délibéré. Parce que vous savez, la mer Caspienne ne se trouve pas dans une zone cruciale pour l'Ukraine. Donc ils l'ont fait exprès. Et maintenant, ils disent, eh bien, nous ne faisons pas partie de l'attaque. Parce que l'Iran a dit à l'Ukraine, eh bien, nous répondrons à cela. Et rappelez-vous que Kiev reste à portée de nos missiles. Et cela montre que là encore, l'Iran et l'Ukraine, au lieu d'essayer d'avoir de bonnes relations et ce genre de choses, ont joué exactement le même jeu qu'Israël. Ils ont essayé d'adopter les ennemis des États-Unis. C'est exactement ce qu'a fait Israël. Il n'y a aucune logique derrière l'animosité ou l'antagonisme, appelez cela comme vous voulez, entre Israël et l'Iran. Il n'y a aucune revendication territoriale, il n'y a aucune revendication religieuse, il n'y a rien. Même si l'on prend la question d'Eretz Israël, c'est-à-dire le Grand Israël, même si vous regardez la Bible, cela ne s'étend pas jusqu'à l'Iran. Donc ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune revendication sur le plan géographique. Il n'y a fondamentalement aucune raison pour laquelle l'Iran devrait être un concurrent d'Israël. Il n'y a aucune logique derrière cela. Israël n'a donc aucune raison d'être l'ennemi de l'Iran. La seule raison, c'est qu'en faisant de l'Iran un ennemi, Israël adopte le même ennemi que les États-Unis. Et cela lui donne une justification pour que les États-Unis restent impliqués en permanence dans la région. C'est toute la logique derrière ça. Israël veut que les États-Unis restent engagés militairement de façon permanente dans la région. C'est tout le jeu d'Israël. Voilà pourquoi. Et vous vous souvenez peut-être qu'il y a seulement quelques jours, les Israéliens, enfin, c'était, qui a dit que la situation actuelle est parfaite pour Israël. Israël n'est plus attaqué par l'Iran. L'Iran et les États-Unis échangent des missiles. Ils se rendent coup pour coup. Et ça leur convient. Il a dit que c'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Voir les États-Unis impliqués dans un conflit dans la région avec l'Iran. Point final. C'est exactement ce qu'Israël voulait. Et c'est exactement pour cette raison que Netanyahou a entraîné Donald Trump dans le conflit. Et Donald Trump, puisqu'il n'est manifestement pas conscient de
parce que je suppose que les services de renseignement américains connaissent bien mieux la situation que Trump et qu'ils ont probablement une approche plus réaliste de la véritable force de l'Iran. Et comme nous le savons, les services de renseignement américains ont essayé de dissuader Trump d'attaquer l'Iran plus tôt cette année. Mais Trump n'a pas voulu les écouter. Il a une confiance en lui tellement énorme et une vision exagérée de ce qu'il peut faire ou de ce qu'il peut accomplir. Et donc, cela a déclenché cette guerre. Mais encore une fois, ce n'est qu'une approche émotionnelle. C'est irrationnel d'ailleurs. L'Occident est irrationnel. Mais les gens dans ce pays sont loin d'être irrationnels. Quand je dis l'Occident, j'inclus Israël d'ailleurs, parce qu'on voit qu'Israël ne se comporte pas comme un pays du Moyen-Orient, ni comme un peuple ayant une tradition ou une culture moyen-orientale. On voit qu'Israël est un pays avec une tradition purement occidentale, une manière de se comporter purement occidentale. Et donc, ils sont tout aussi irrationnels que ce qu'on voit en Europe et aux États-Unis. Il n'y a donc aucun mystère. Mais si vous regardez, enfin, je suis allé dans ces pays, et quand vous parlez aux gens, quand vous discutez avec des militaires de ces pays, je connais plusieurs militaires de tous ces pays. Leur compréhension de la situation est bien plus rationnelle que celle de nombreux officiers en Occident, pour être honnête. Ils ont une évaluation très lucide de la situation. Ils savent exactement ce que sont les États-Unis, ce qu'est Israël, ce qu'est l'Iran, et ainsi de suite. Et ils ont une compréhension extrêmement réaliste de la situation. Ne sous-estimez pas ces gens. Ils n'ont peut-être pas une grande expérience du combat, ce genre de choses, d'accord? Mais quand il s'agit d'évaluer la situation, ils la comprennent bien mieux que dans beaucoup de pays occidentaux. Enfin, si ce n'est tous. Oui, merci beaucoup, Carl, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci.